Oh, la précocité intellectuelle se marque de plusieurs manières. Sans doute, au niveau des apprentissages du lire, on s'aperçoit que ce sont des enfants qui apprennent à lire assez vite, très tôt, et souvent seuls, en utilisant essentiellement la mémoire. Ils ont une mémoire extrêmement brillante, extrêmement importante. Ils ont aussi quelquefois ils nous paraissent décalés dans une sorte de surmaturité. Mais en réalité, ils ont des conceptions de monde qui ne sont pas tout à fait celles des enfants de leur âge. Ils ont également des capacités à aller très vite dans le mode de réponse. C'est-à-dire que le croisement intellectuel de toutes les données se fait à une vitesse beaucoup plus rapide que celle d'autres enfants. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des incidences au niveau du cerveau qui se passent d'une manière un peu différente pour ces enfants-là. Dans les résultats, on s'aperçoit que ce sont les élèves aussi qui ont de l'humour, qui ont de la répartie, qui s'approchent plus vite de l'adulte, dans des raisonnements qui paraissent ceux de l'adulte. Ce sont des enfants ou des élèves qui ont des attirances d'une manière presque très, très forte, très vive, sur des objets très particuliers, qui peuvent être la musique, mais qui peuvent être la technologie, des technologies particulières, des constructions, ou au contraire qui s'approchent des mathématiques d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils ont des appétences très vives dans certaines disciplines. Voilà quelques caractéristiques. L'école, globalement, amène tous les élèves à réussir. Et la vraie question, c'est, y a-t-il des élèves qui, ne réussissant pas, ne doivent pas être abandonnés? Ça, c'est pas une question, c'est une affirmation. Ne doivent pas être abandonnés. Et pour cela, l'école essaye d'apporter le maximum de réponses, les meilleures réponses possibles quant à l'apprentissage, puisque l'école, eh bien, celle-là, son objet, c'est bien l'apprentissage. Parmi ces enfants-là, il y a ceux que l'on appelle EIP, élèves intellectuellement précoces. En tout cas, c'est dans le cadre des besoins éducatifs spécifiques. Je dirais, dans une typologie en tout cas des enfants qui sont dans nos écoles et dont nous essayons de nous occuper le mieux possible. Vous avez raison de dire, certains réussissent fort bien, et c'est la majorité, et puis un petit nombre ne réussissent pas à l'école pour de multiples raisons. Peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas adaptés au système, peut-être que notre système n'est pas adapté à eux, peut-être ensuite que dans le groupe classe tel qu'ils sont, ils ne se retrouvent pas, ou bien autres situations qui font qu'ils sont dans des difficultés scolaires multiples, dans des difficultés psychologiques multiples aussi, et que l'ensemble de tous ces dysfonctionnements, toutes ces difficultés, ne permettent pas leur réussite à l'école. Alors, pour ces élèves-là, d'une manière générale, moi je préfère toujours qu'ils soient dans le milieu classe. C'est-à-dire que l'idée qu'on a eue longtemps, qui est celle de faire des classes spécifiques pour des enfants qui ont telle difficulté ou telle autre difficulté, les 10 DYS, tout ce qui est en 10 fonctionnement, ou des classes pour les enfants atteints de divers éléments qui les empêchent de bien réussir à l'école, les mettre de côté, les mettre ensemble, pensant que ça permettrait une meilleure réussite. De mon point de vue, le meilleur des principes reste l'inclusion. Concernant les EIP, au plus ces enfants seront au sein des classes et au sein des écoles, au mieux ils seront, globalement. Il s'avère que certains sont dans des difficultés spécifiques. Alors il faut les traiter peut-être spécifiquement, à certains moments, dans certains cadres, dans l'école. Mais ces enfants, ils sont dans un mal-être parce que justement, ils sont dans un environnement qui ne leur correspond pas, avec des autres élèves qui ne leur correspondent pas, avec des professeurs qui ne comprennent pas forcément que eux, ils fonctionnent au premier degré, voyez ? Je ne suis pas sur ce point de vue-là. C'est une question de point de vue. Pardon, c'est une question de point de vue. On peut considérer que ce sont les enfants qui ont un tel fonctionnement qu'il faudrait les mettre dans des milieux à part, dans des classes à part, qui se retrouvent entre eux en permanence, ce qui existe dans certains établissements dont j'ai entendu parler, peut-être à Nice ou ailleurs, où il y a quelques structures, pas forcément publiques, qui accueillent des classes, voire peut-être même un établissement, il me semble avoir entendu parler de ça, dans le 78, des établissements qui accueillent que ces enfants. Bon, pourquoi pas. Ce qui est recherché dans ces établissements, ce ne sont pas les enfants qui sont en dysfonctionnement, qui sont en souffrance. La plupart du temps, dans ces établissements, on prend les enfants qui sont en excellence et que l'on mène encore plus loin.
Et là, le fait de se retrouver entre eux, parce que c'est vrai qu'ils ont des capacités différentes, très particulières, des capacités intellectuelles, qui sont prouvées largement, l'imagerie médicale le montre, que ces capacités intellectuelles, ils se retrouvent, je dirais, dans des situations, dans des clubs dans lesquels ils épanouissent leur spécialité. Mais ce qui me paraît important, c'est de faire d'un élève un être global. Moi, qui est un enfant surdoué, EIP, dans la surdouance, qui réussissent particulièrement bien en musique, en mathématiques ou dans une autre discipline, si on peut appeler ça une discipline, en échec, dans le jeu d'échecs, le jeu de stratégie. Moi, ça me paraît très intéressant, je ne dis pas le contraire, mais ce qui fera le citoyen de demain, quel qu'il soit, ce sera l'élève qui aura, je dirais, plusieurs cordes à son arc dans toutes les disciplines. Je veux dire, faire un être complet, global, pas forcément faire un être qui soit surdoué dans une spécialité. Pourquoi on ne fait pas des tests spécifiques à tous les enfants? C'est une question qui m'a souvent été posée dans les conférences. Souvent. Pourquoi? Comme c'est le cas ailleurs dans certains pays. Dans certains pays. Pas à ma connaissance, pas à ma connaissance, il faudra que vous m'indiquiez quel pays le fait systématiquement. Je ne suis pas sûr de... mais peut-être, je ne suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que je dirais la précocité intellectuelle se repère assez vite chez un enfant, à partir du moment où on en a quelques attentions. Alors, ce qui se fait de plus en plus, à partir du moment où, je suis sûr de moi, elle se repère assez vite, il y a des éléments très particuliers qui sont des éléments d'alerte. Ça ne veut pas dire que... Ce qui me gêne le plus, c'est la différence qu'il y a dans le repérage des EIP, repérage indispensable, ça c'est clair. Pour moi, il faut repérer ces types de difficultés ou de bonheur. Ce n'est pas que la difficulté, mais en l'occurrence, il faut le repérer. Ce sont les tests qui permettent de le repérer. Il y a des signes avant-coureurs, quelquefois, où on perçoit. Lesquels? La lecture précoce, par exemple, une mémorisation très, très vive, des capacités à répondre très rapidement à des questions, mais en ayant la difficulté à petit à petit apprendre le chemin, à raconter le chemin qui a permis d'arriver à ce résultat. Peut-être la motricité fine, quelquefois est un peu complexe. Une capacité à des réponses qui surprennent. On parle de surmaturité, enfin des réponses qui paraissent décalées par rapport à un enfant. Attendez, je termine, je sais que vous voulez me dire quelque chose. Ce sont parmi beaucoup d'éléments. Il y a un auteur dit Tavernier qui a, lui, d'autres qui ont donné des listes comme ça. Il y en a plein de listes comme ça, si on tape ça sur Internet. C'est une horreur. C'est une horreur pour moi parce que je m'aperçois qu'on met les parents dans des difficultés incroyables quelquefois. Enfin bon, il faut être attentif aux tests de QI de la télé ou d'Internet parce que bon, on peut aller n'importe où, quoi. C'est n'importe quoi quelquefois. Bon, l'enfant, je veux dire, est un être global sur lequel il y a des intelligences multiples, on le sait. Des intelligences multiformes. Et l'EIP a ce type d'intelligence. Certaines a un fonctionnement, cérébral spécifique, surdéveloppé quelquefois. On s'est aperçu, l'imagerie médicale a montré aujourd'hui qu'ils ont quand même des fonctionnements avec des mises en œuvre dans le cerveau qui sont bien différentes des autres. Et ça a été prouvé, scientifiquement pour le coup. Et c'est l'école de Rennes qui travaille là-dessus depuis pas mal d'années. Ils ont un mode de pensée plutôt particulier, mais c'est reconnu et je n'ai pas remis en cause. Quelquefois associé à cela, des troubles psychologiques, voire psychiatriques, qui viennent se greffer quelquefois dessus. Quelle est la cause? Je l'ignore complètement, mais c'est quelque chose qu'il faut suivre également en parallèle. Mais pourquoi il n'y a pas une sensibilisation particulière? Je ne dis pas qu'il y a une sensibilisation particulière, il y a dans le cadre de la formation des modules. Alors, est-ce que tout le monde les suit? Je ne sais pas. À l'époque où je m'occupais de formation, j'étais sensibilisé à ce module-là, forcément. Et donc, j'avais mis en place un module de quelques heures, mais c'est quelquefois suffisant, 2-3 heures, sous forme de conférence ou sous forme d'atelier, en formation des enseignants, je suis là, pour attirer l'attention sur les caractéristiques premières d'un EIP, ce qui étaient des éléments déclenchants, révélateurs, ce qui permettait d'être sur cette approche d'une différence dans la manière d'apprendre et dans les capacités à apprendre. Ça, c'est quelque chose qui existait, je pense qu'il existe encore. Je suis mesuré là, je ne sais pas, mais je pense que ça fait partie, aujourd'hui en tout cas officiellement, des besoins éducatifs particuliers, BEP, BEP. Ça fait partie de toutes ces approches pour des enfants qui ont des caractéristiques. Et les EIP sont une caractéristique dans la manière d'apprendre, dans les apprentissages, dans la capacité d'apprendre. Il y a pour moi des lieux de formation, enfin des moments de formation sur les besoins éducatifs particuliers, dans la formation des maîtres, des enseignants.
Est-ce qu'on a une idée sur le département de l'Aveyron? Non, puisqu'il n'y a pas de détection. Mais est-ce qu'on a une idée du nombre de IP qui existent? Est-ce qu'on a une idée en termes de chiffres? Ou d'élèves en échec scolaire, ou d'élèves en phobie scolaire, ou d'élèves non scolarisés à cause de ça, ou on est dans le flou? Non, je passe à votre question, a-t-on un comptage d'élèves EIP? Non, on n'a pas de comptage. Est-ce qu'il y a des élèves qui sont en difficulté scolaire? Oui. Est-ce qu'il y a des élèves en phobie scolaire? Oui. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont du mal à être à l'école? Oui, bien entendu. Bien entendu. Est-ce que c'est des EIP? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Je n'ai pas de diagnostic à poser sur des difficultés scolaires repérées, sur des difficultés d'apprentissage, sur une non-réussite au bac, sur tout ça. Je n'ai pas d'éléments qui me disent, mais ce sont les EIP qui? Non. Je ne vais pas vous dire le contraire. Est-ce que lorsqu'il y a des élèves qui ont ces caractéristiques dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont repérées, est-ce que nous faisons des facilités pour qu'il y ait des tests, notamment le WISC, qui est un bon élément révélateur, c'est pas le seul, mais c'en est un, qui permettent de déterminer une précocité intellectuelle? Si on peut la mettre en œuvre, on le fait, bien sûr. Là, on le fait. Et après, une fois qu'on a des élèves qui ont le VISC, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce que vous, au niveau du département de l'Aveyron, vous pouvez faire pour aider ces enfants-là, pour les aider à s'épanouir, à ne pas être en échec scolaire, ou à continuer à s'épanouir dans des études qu'ils pourraient aimer s'ils étaient dans un environnement plus favorable, sachant que c'est très mal compris, très mal. Les gens, ils sont dans une imagerie totale, et ils savent absolument pas, et même au niveau des enseignants, que par exemple un enfant UIP, il a besoin de dessiner en écoutant son prof, ou alors il a besoin de faire autre chose pour mémoriser son truc. Que tous ces élèves apportent aux autres, j'en suis convaincu, d'où l'intérêt pour moi de les laisser dans les classes. Sauf à certains moments particuliers où on peut en regrouper quelques élèves sous forme d'ateliers pour travailler ensemble sur un sujet qui les passionne tous. Bon, ça me paraît, c'est une solution pédagogique qui a du sens pour ces élèves et les autres élèves. Concernant, actuellement, je demandais à une conseillère pédagogique, j'ai demandé à une conseillère pédagogique de suivre un stage de formation spécifique pour les élèves intellectuellement précoces, de façon à avoir ici une sorte je dirais, de personne ressource pour répondre aux inquiétudes des parents, parce que ce sont des parents souvent très inquiets, pour répondre également aux formations pour les enseignants, pour les aider sur certains élèves qui sont particulièrement plutôt en difficulté pour ces élèves intellectuellement précoces qui sont quelquefois en décrochage de classe ou qui sont quelquefois en dysfonctionnement de classe. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un dépistage systématique de ces enfants quand ils sont petits? Je pense que le dépistage systématique n'a pas de sens dans la mesure où il y aurait soit des dépistages à faire pour tout type de 10 DYS, ce qui nous demanderait une énergie considérable pour le nombre d'enfants que nous avons, et je ne pense pas que nous en ayons les moyens, c'est une première réponse qui n'est pas forcément la meilleure. Le second, c'est que il y a un pourcentage d'enfants relativement peu important et qui sont, de mon point de vue, plutôt vite repérés par les enseignants, pas forcément par les parents, mais par les enseignants, plutôt vite repérés maintenant par les enseignants, parce que il existe dans nos instituts de formation, à l'ESP, il existe des modules besoins éducatifs particuliers qui précisément répondent à cette formation autour, entre autres, des EIP. C'est à nous d'être attentifs à les nourrir davantage, par exemple, ou les nourrir, intellectuellement je veux dire, d'une manière différente, de les nourrir en leur demandant d'aller plus loin dans leur raisonnement. Ça, c'est de la pédagogie nécessaire pour ces élèves-là. Dire que on s'occupe de tous les élèves. Une classe, c'est 10, 15, 20, 25, 28 élèves. Bon. Une classe, c'est un groupe collectif dans lequel la somme des individualités, la somme des manières d'apprendre font un tout. Et dans ce tout, on doit retrouver sans doute des EIP, pas partout, mais il doit y en avoir, évidemment. Alors, un enfant qui a un problème de phobie scolaire, repéré au hasard, qui va faire son test de QI, qui est diagnostiqué précoce et qui a des difficultés. Qu'est-ce qui se passe après? Mon approche, c'est une approche de classe. Ce sont des élèves dans une classe. À partir du moment où il y a un élève qui dysfonctionne dans une classe, qu'il soit EIP ou autre chose, pour moi, à partir du moment où il dysfonctionne, on met en place des structures d'accompagnement, d'aide, de soutien, qui sont dans des entrées pédagogiques, ça c'est notre premier travail, et ça nous savons faire. Puis il peut y avoir des entrées médicales, psychologiques, autres, sur lesquelles il y a des professionnels qui peuvent s'occuper de ces enfants. Et je pense,
je pense que dans l'Aveyron, il y a ce type de personnel pour s'occuper des enfants en souffrance ou en difficulté à l'école, atteints de phobie ou autre chose, ce que vous disiez. Pour moi, il y a des personnels médicaux pour ça. À partir du moment où c'est dans le cadre de l'école, c'est à nous de nous occuper dans des accompagnements pédagogiques pour eux.